Je vais vous présenter maintenant également le professeur Romain Gherardi. Donc, je crois que tout le monde connaît le professeur Gherardi par ses travaux sur la myofasciite à macrophage. Alors, c'est un monument de connaissances, de sciences, de travail, d'honnêteté également et de courage, je dirais, parce qu'il ose dire les choses franchement et cash. Et ça, c'est quelque chose que j'adore, comme le professeur Picot d'ailleurs. On entend en ce moment parler bien du professeur Gherardi par la problématique de l'aluminium présent dans les adjuvants vaccinaux. Le professeur Gherardi est ancien chef de service et directeur de recherche de l'INSERM. Il est spécialiste des maladies neuromusculaires et tout particulièrement donc, de la myofasciite à macrophage, un mot qu'il a, je crois, créé dans les années 90, si je ne me trompe pas. Et c'est également un spécialiste, bien évidemment, de la toxicité des adjuvants à base d'aluminium dans les vaccins. Ce qui lui vaut beaucoup d'ennuis, de polémiques, de sujets d'interview, évidemment, et beaucoup de critiques, vous vous en doutez. Il est également auteur de plus de 350 publications scientifiques internationales et il est reconnu comme un des meilleurs spécialistes internationaux sur le sujet des maladies neuromusculaires et de la myofasciite à macrophage. Et il a écrit un livre qui a été publié en 2016 chez Actes Sud. Son livre s'appelle Toxic Story. Alors rien que le titre déjà, ça veut tout dire. En plus, il a une petite grenade allumée sur la face, la première de couverture. Donc on voit très vite où on va aller. Et quand on lit ce livre Toxic Story, alors on ne peut plus le lâcher. C'est un véritable roman à ne pas en croire ce que l'on lit. Tout à fait stupéfiant, très documenté, très drôle aussi. Voilà, c'est un ouvrage remarquable qui est accessible, je crois, à tout le monde et que je vous invite vraiment, à lire, à ne pas manquer. Voilà, je vais laisser le professeur Gherardi vous parler plus précisément de ses travaux. Merci pour votre accueil du professeur Gherardi. Merci Judith. 1854, c'est la date à laquelle l'humanité a pour la première fois réussi à isoler l'aluminium des roches. Presque tous les autres métaux ont été isolés depuis la haute antiquité. L'aluminium, lui, a résisté à son extraction jusqu'au milieu du 19e siècle, parce que cet aluminium était en édifice stable, avec l'oxygène et la silice, et que cet édifice stable faisait qu'il était entièrement emprisonné dans les roches de l'écorce terrestre. Et donc c'est très curieux de voir que le métal le plus représenté sur la croûte terrestre, il y a beaucoup plus d'aluminium sur la croûte terrestre que de fer par exemple, a été si tardivement extrait. Ça a une importance, c'est que le vivant n'a pas été au contact de cet aluminium, puisque l'aluminium était dans ce qu'on appelle la lithosphère, emprisonné dans les roches, jusqu'au moment où le génie humain a réussi à l'extraire et à l'isoler et à l'utiliser largement dans un nombre infini d'applications industrielles. Et donc, progressivement, depuis le 19e siècle, mais avec une augmentation exponentielle de l'extraction de l'aluminium, notamment depuis les années 1920, le vivant s'est soudainement trouvé confronté à cet aluminium qu'il n'avait jamais connu au cours du développement des espèces. Alors, c'est un problème parce que l'aluminium est un métal qui n'est pas un métal lourd, comme on le dit souvent, c'est un métal plutôt léger, mais qui est extrêmement réactogène avec le vivant. Donc ça induit, quand l'aluminium rentre dans une cellule vivante, ça induit un très grand nombre d'effets plus ou moins délétères. Ça induit ce qu'on appelle un stress oxydant, ça induit une agrégation des protéines, ça induit des phénomènes inflammatoires, ça induit des lésions de l'ADN,
ça interfère très lourdement avec le fer ou avec d'autres métaux. Donc, c'est a priori un indésirable complet. Et d'ailleurs, le vivant n'a jamais trouvé les moyens d'utiliser l'aluminium à ses propres fins parce qu'il l'a rencontré trop tardivement dans l'évolution des espèces. Et donc, il a essayé de s'en prémunir en utilisant des barrières non spécifiques, mais assez efficaces, comme la barrière de la peau, comme la barrière de l'intestin, comme la barrière respiratoire, pour essayer de maintenir cet intrus, et beaucoup d'autres, à l'extérieur de l'organisme et l'empêcher de rentrer dans l'organisme. Alors, les connaissances, très, très rapidement, hein, dès les années 1920, on a eu une suspicion sur la tolérance, sur la toxicité de cet aluminium. Il y a eu beaucoup de débats autour de cette question, parce qu'on utilisait l'aluminium dans les ustensiles de cuisine, dans les emballages, mais aussi comme ferment, comme levure chimique pour faire lever les pâtes de l'alimentation industrielle, comme blanchisseur du lait en poudre, notamment le lait pour le bébé, comme floculant pour éclaircir les eaux distribuées au niveau du robinet. Donc, de l'aluminium situé vraiment à tous les étages de l'exposition d'un être humain. Donc, progressivement, on s'est rendu compte qu'il y avait des effets, et ces effets, on commence à les comprendre par une étude très récente où un certain Walter Lukiv, qui est biologiste à la Nouvelle-Orléans, a dit finalement, on ne sait pas où se met préférentiellement l'aluminium dans un organisme quand ça rentre dans l'organisme. Très curieusement, ça n'avait jamais été regardé de façon comparative les différents organes. Et donc, il a pris des souris femelles et il leur a fait boire dans leur eau de boisson du sulfate d'aluminium. Et après, il a, à des temps échelonnés, mesuré l'aluminium dans tous les tissus de ces souris. Et donc, il a fait une trouvaille que je trouve très intéressante. Il s'est aperçu que pendant le premier mois après le début de l'ingestion, l'aluminium augmentait de façon équivalente dans tous les tissus. Et puis au bout d'un mois, alors que la souris continue à s'alimenter avec de l'aluminium, la quantité d'aluminium arrête de monter dans tous les tissus, sauf 3, qui continuent à stocker de l'aluminium pendant toute la durée de l'absorption. 3 organes, le cerveau, le sein et les gonades, c'est-à-dire en l'occurrence c'était des ovaires, parce que c'était des souris femelles, mais c'est la même chose pour le testicule si jamais ce sont des hommes. Et donc, comme par hasard, la toxicité, donc on ne sait pas exactement pourquoi ce sont ces organes qui sont des éponges à aluminium, mais quand on regarde la toxicité suspectée de l'aluminium chez l'homme, on s'aperçoit que ce sont des maladies cérébrales, le cancer du sein, les problèmes de fertilité. Donc, on va les prendre, si vous voulez bien, dans l'ordre. Le premier, on va commencer par le sein, si vous voulez. Donc, vous savez qu'on met de l'aluminium dans les antitranspirants, dans de nombreux cosmétiques, mais notamment dans les antitranspirants. Et donc, un Australien, il y a quelques années, a dit « Mais moi, il me semble qu'il existe une corrélation entre le cancer du sein et l'utilisation de ces antitranspirants. » Et puis, tout le système a dit « Mais non, c'est impossible, ça paraît difficile à croire », jusqu'à ce qu'une certaine professeure Darbrey, qui travaille en Angleterre, a fait la constatation que le cancer du sein, qui était dans les années 1920-1930 réparti de façon à peu près équivalente dans les différents cadrans du sein, au fur et à mesure que le temps passait, avait tendance chez les femmes à se
confiner, se cantonner dans le cadran supéro-externe, c'est-à-dire celui qui est proche de l'aisselle. Donc ça l'a fait tiquer en disant comment est-ce qu'on peut expliquer que progressivement, avec la modernité, l'usage des cosmétiques et des antitranspirants, on a ce changement de localisation du cancer. Ensuite, elle a mesuré l'aluminium dans le tissu tumoral et elle s'est aperçue que cet aluminium est très élevé dans le tissu tumoral comparé à la glande saine. Donc, l'idée commençait à faire son chemin d'une association possible. C'est là que des chercheurs italiens, dont M. Sapino à Genève, ont regardé si l'aluminium avait des propriétés oncogènes. Et ils ont montré qu'effectivement, dans des boîtes de culture, de cellules normales humaines, l'adjonction d'aluminium induisait des phénomènes oncogènes, des mutations, notamment d'un facteur oncogène qu'on appelle le P53, et que d'une cellule saine, ça transformait cette cellule saine en cellule tumorale, et que si on injectait cette cellule tumorale chez des souris, elle faisait une forme particulièrement agressive et métastasante de cancer mammaire. Donc, jusque-là, il y avait un ensemble convergent d'éléments qui suggéraient l'existence d'un lien possible. Et il a fallu attendre le mois de juin 2017 pour que la première étude épidémiologique, très bien faite, montre qu'effectivement c'est bien le cas. C'est une étude qui a été menée à Innsbruck, en Autriche, par une certaine Madame Linhart, et qui a montré qu'effectivement, il était au plan statistique indiscutable qu'il existait une association entre l'usage des antitranspirants et le cancer du sein, avec 3 facteurs qui étaient aggravants. 1, l'emploi de ces antitranspirants avant l'âge de 30 ans. 2, l'emploi de ces antitranspirants plusieurs fois par jour, donc notamment chez les sportives. Et 3, l'usage des antitranspirants sur des aisselles préalablement rasées, donc pour lequel il y a des petites lésions cutanées liées au rasoir qui ouvrent la barrière cutanée et permettent à l'aluminium de rentrer et d'être capturé par les cellules présentes à ce niveau-là. Donc cette étude confirmait également l'existence d'une concentration d'aluminium beaucoup plus importante dans le cancer du sein de ces femmes par rapport à une glande normale. Donc, l'aluminium dans les cosmétiques a commencé à être vraiment mis en cause, et les agences sanitaires, et notamment l'agence sanitaire française, a recommandé l'ablation progressive, le retrait progressif de l'aluminium des cosmétiques, en tous les cas leur limitation à des applications très ponctuelles et pas régulières comme des antitranspirants. Alors ce qui est assez surprenant, c'est que la même agence sanitaire a eu à peu près à connaître une question de même ordre avec l'aluminium contenu dans les vaccins. Il faut savoir que l'aluminium dans les antitranspirants, ce sont des particules d'aluminium, d'hydroxyde d'aluminium très souvent, et que c'est souvent quelque chose qui est très proche de l'aluminium qu'on met dans les vaccins. Je vais y revenir dans un instant. Voilà pour le sein. Pour ce qui concerne l'appareil reproducteur, des études expérimentales ont montré qu'effectivement, si on soumet des rats mâles à une alimentation à base d'aluminium, on va observer une diminution de la fertilité avec une diminution du nombre de spermatozoïdes chez ces animaux. Donc une preuve expérimentale assez évidente. Qu'en est-il chez l'homme? Eh bien, j'ai une collègue qui travaille à Saint-Étienne, qui était la
présidente de l'université de Saint-Étienne même, qui a pour la première fois eu la curiosité de comparer la quantité de spermatozoïdes présente dans un éjaculat et la concentration d'aluminium dans le liquide séminal. Et aux surprises, il y a une corrélation extrêmement forte. C'est-à-dire que plus on a d'aluminium dans le liquide séminal, et moins on a de spermatozoïdes dans l'éjaculat. Donc, on a, là encore, une sorte d'évidente convergence de l'étude expérimentale et de la constatation clinique. Et c'est vraiment un sujet important parce que vous savez bien qu'il y a un déclin tout à fait préoccupant du nombre de spermatozoïdes chez les hommes dans le monde occidental. Et donc l'aluminium semble faire partie des suspects, parmi de nombreux autres, bien entendu. Troisièmement, le cerveau. Alors ça, c'est une histoire très ancienne, le cerveau. Le cerveau, c'était d'abord l'Alzheimer. Donc l'Alzheimer, c'est une maladie dont vous avez sans doute déjà une certaine idée, qui a été décrite en 1905, en 1905 par Alois Alzheimer, sur un patient qui vivait à Francfort. Francfort, c'est la première ville dans le monde qui a utilisé l'aluminium pour blanchir, pour éclaircir l'eau de boisson distribuée au niveau du robinet. Et il a introduit cette technique de blanchiment des eaux dans les années 1870. Donc, 30 ans après l'exposition de la population de Francfort à des eaux aluminiques, on a vu apparaître les premiers cas d'Alzheimer suffisamment constitués pour être identifiés comme une pathologie spécifique. Alors bien entendu, il n'est absolument pas possible de dire que l'aluminium est la cause de l'Alzheimer, mais ce qu'il est possible de dire, par contre, de façon certaine, c'est qu'on trouve très habituellement de grandes quantités d'aluminium dans les cerveaux d'Alzheimer, qu'on ne sait pas si c'est la cause ou la conséquence de la pathologie. Par exemple, on sait que quand on a une maladie d'Alzheimer, on a une augmentation de la perméabilité intestinale vis-à-vis de l'aluminium. Et donc, le patient qui est en Alzheimer ou en pré-Alzheimer va absorber plus d'aluminium au niveau de sa paroi intestinale. Et donc, est susceptible de faire passer plus d'aluminium dans son cerveau. Donc, il existe l'association aluminium-Alzheimer dont on ne connaît pas si c'est un rôle causal ou pas. Mais ce qui est certain aussi, c'est que toutes les études expérimentales convergent vers cette idée. L'aluminium ne peut faire qu'aggraver un processus Alzheimer. Les événements neurotoxiques liés à l'Alzheimer sont liés à l'aluminium sont les mêmes que les processus physiopathologiques de l'Alzheimer. Ça induit la production de bêta-amyloïdes, ça induit l'agrégation de protéines, ça induit des effets de stress oxydant, des effets d'inflammation à bas bruit, des éléments qui sont vraiment ceux de la maladie d'Alzheimer et dans les localisations cérébrales où on sait que se met l'aluminium, par exemple au niveau de l'hippocampe, qui est le centre de la mémoire du cerveau, on sait que les neurones de l'hippocampe, pour une raison qui n'est pas claire, sont des véritables éponges à aluminium. Si on donne de l'aluminium à un animal, il va aller en mettre dans son cervelet et dans son hippocampe. Et donc c'est justement dans ces zones-là que démarre la maladie d'Alzheimer. Donc, si l'aluminium n'est pas la cause de la maladie d'Alzheimer, il ne peut faire que l'aggraver, c'est-à-dire la rendre plus précoce, plus grave, plus rapidement évolutive. Alors, pour ma part, comment est-ce que je suis arrivé à m'intéresser à l'aluminium? Contrairement à André Picot, je ne suis pas un toxicochimiste. Moi, je suis un neurologue qui a
consacré sa vie aux maladies neuromusculaires, donc, dont l'investigation est fondée sur les biopsies du muscle. Et dans le cadre de cette activité, nous sommes tombés de façon totalement par hasard sur une lésion musculaire qu'on a baptisée myofasciite à macrophage et dont il a fallu quelque temps pour qu'on comprenne que c'était le témoin d'une impossibilité de certains individus de se débarrasser des adjuvants à base d'aluminium qu'on met dans 60% des vaccins. Alors, une petite parenthèse, qu'est-ce que c'est qu'un adjuvant? Un adjuvant, c'est un produit qu'on rajoute à un vaccin pour augmenter, pour amplifier la réponse immunitaire. Donc la réponse immunitaire, elle se développe contre l'antigène vaccinal, mais il faut à côté un produit qui va renforcer la réponse immunitaire. Et donc c'est une invention d'un Français qui s'appelait Ramon, qui a inventé ça dans les années 1910, qui s'est aperçu que plus il purifiait l'anatoxine diphtérique et moins il avait une réponse immunitaire intéressante chez les chevaux qu'il utilisait comme animaux de laboratoire à l'Institut Pasteur qui était à Garches à l'époque, jusqu'au jour où il a vu qu'un des chevaux avait donné une réponse immunitaire formidable à son anatoxine et que c'était un cheval qui avait fait un abcès au site de la vaccination. Et donc là il s'est dit, peut-être qu'il faut une irritation, une infection ou une irritation au site d'injection pour qu'il y ait une bonne réponse immunitaire. Et donc, il a inventé le concept d'adjuvant. Il a mis d'abord des miettes de pain, puis après, il a mis du tapioca, et puis après, les Anglais ont dit on va faire des choses plus sérieuses, on va mettre on va tester des sels minéraux, et c'était l'avènement de l'aluminium. 1920, c'est le moment où l'aluminium est devenu vraiment le métal de l'avenir, qu'ils ont testé les sels d'aluminium et ils se sont aperçus que ça a donné un renforcement de la réponse immunitaire de façon très très significative. Et donc, depuis 1926, on utilise les sels d'aluminium comme adjuvant des vaccins. Ces sels d'aluminium, on ne sait toujours pas, près de 100 ans, 90 ans après leur introduction, comment ils marchent exactement. Ça paraît invraisemblable, mais on ne sait pas. Et on ne sait même pas ce qu'ils deviennent exactement une fois qu'on les a injectés. Et pourtant, on continue à les injecter toujours plus, puisqu'on est passé de 3-4 vaccins injectés dans une vie dans la période d'après-guerre, et à partir jusqu'en 1980, on était confronté à un très faible nombre de vaccins, et puis à partir de 1983, c'est très précis, l'augmentation du nombre de vaccins administrés à la population a cru de façon exponentielle, et donc on est passé de 83 à 2013 aux États-Unis de 10 injections vaccinales à 36 injections vaccinales. Donc vous voyez, une augmentation énorme, et ça n'est pas terminé puisqu'il y a 120 nouveaux vaccins qui sont actuellement en développement, presque tous adjuvantés sur hydroxyde d'aluminium, et qui vont arriver dans les courts mois ou années qui viennent dans le marché, et donc les populations vont être contraintes ou mises en demeure d'utiliser ces produits vaccinaux, alors que la toxicocinétique, c'est-à-dire ce que devient l'aluminium une fois injecté chez un individu, n'est pas parfaitement connu. Et que les effets toxiques ont tous été évalués pour un vaccin donné, sans jamais, je suis clair là-dessus, prendre en considération la multivaccination comme un problème en soi. Donc, si on a un niveau de tolérance acceptable pour un vaccin, ça ne veut pas dire que si on met à côté 15 autres vaccins qui contiennent le même adjuvant, on ne va pas avoir un problème qui sera d'ampleur très différente par rapport aux effets secondaires relativement limités pour un vaccin. Donc la question de l'appréhension du risque toxique de la multivaccination est un problème majeur qui n'est pas actuellement pris en considération. Donc,
là, je veux faire une petite incise pour dire que cet adjuvant vaccinal à base d'aluminium, il y en a 3 sortes, hein, l'hydroxyde, le phosphate et l'hydroxyphosphate sulfate, a des particularités qui le distinguent de l'aluminium, de l'ion aluminium Al3+, qui est celui qui arrive à passer la barrière intestinale quand on ingurgite par la bouche de l'aluminium. Donc, les adjuvants aluminiques, il faut que vous ayez bien conscience que ce sont des particules, ce sont des agglomérats, ce sont des petits cailloux. Et ce sont des petits cailloux sur lesquels l'industriel va coller des antigènes. Et donc, quand on injecte ce petit caillou hérissé d'antigènes, la cellule immunitaire qui va le rencontrer va le prendre pour une bactérie, parce que la taille de l'agglomérat est celle d'une bactérie, et que le macrophage, la cellule immunitaire, est programmée pour capturer tout ce qui est d'une taille d'une bactérie et recouvert d'antigènes. Et donc, le macrophage va aller manger, absorber l'adjuvant et ce qui est dessus. Et après, il va falloir qu'il s'en débarrasse. Donc, il va mettre en œuvre une procédure de détoxification qui est très difficile parce que ces sels d'aluminium sont quasiment insolubles. Et donc, une cellule a beaucoup de mal à se débarrasser de ces cailloux qu'elle a ingurgités. Et donc, elle utilise une machinerie que je n'ai pas le temps de vous décrire ici, mais qui est la même qu'il met en œuvre pour détruire une bactérie, ou pour détruire une mitochondrie, ou pour détruire une particule minérale. Il l'enferme dans une double enveloppe, et ensuite il acidifie le contenu de cette poche avec un organite tueur qui s'appelle le lysosome, et c'est l'acidité, le pH aux alentours de 4, qui va être capable de progressivement corroder la particule, c'est-à-dire la faire passer d'un état solide à un état soluble. Et dès que c'est solubilisé, il y a la prise en charge par les protéines transporteuses du fer et une élimination d'à peu près les 2/3 de l'aluminium biodisponible par voie urinaire. Donc, ce que nous avons compris avec la détection de cette myofasciite à macrophage, c'est que cette digestion des particules par le système immunitaire, elle a l'air de se faire avec difficulté, mais arrive à être accomplie par la très grande majorité des vaccinés, et une petite proportion de vaccinés n'y arrive tout simplement pas. Et on observe, au site de la vaccination antérieure, la persistance de l'adjuvant dans les cellules immunitaires. Et donc là, la question est de savoir si ça reste dans le bras de Judith Alberta, ça n'est en soi pas très grave. Sauf que toutes les études expérimentales montrent que ce qui reste dans le bras, c'est une toute petite fraction de ce qui est parti dans son système immunitaire, dans les ganglions lymphatiques, dans la rate, et éventuellement jusque dans le cerveau. Nous avons montré ça de façon parfaitement claire et reproductible. Les particules qu'on injecte dans un muscle sont capturées très rapidement par le système immunitaire et sont transportées pour la plus grande partie d'entre eux vers les ganglions lymphatiques, puis le sang, puis la rate, puis, pour une toute petite fraction d'entre eux, le cerveau. Donc, quand on observe la persistance de l'adjuvant au niveau du site vaccinal, ce qui s'appelle la myofasciite à macrophage, et cette persistance dure jusqu'à 15 ans, hein, donc c'est très 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 long, on peut être certain que la persistance est également présente dans les ganglions, dans la rate, dans le cerveau. Donc dans des endroits où la continuation de l'activation immunitaire, qui est le travail de l'adjuvant, si on met un adjuvant, c'est parce que c'est un activateur de l'immunité, ce travail va continuer à s'exercer dans le ganglion, dans la rate, et éventuellement dans le cerveau. Et donc, le système immunitaire déteste être challengé aussi longtemps. Normalement, quand il y a une réaction inflammatoire, il y a très rapidement une réaction anti-inflammatoire qui s'installe pour arrêter
l'activation immunitaire. Mais bien entendu, si on n'arrive pas à se débarrasser au niveau de ces cellules immunitaires de l'activateur de l'immunité qui est l'adjuvant vaccinal, eh bien on va continuer à faire une inflammation à bas bruit pendant des années. Et qu'est-ce qu'il en résulte? Il en résulte qu'après 3 ans, ça a été très bien montré, le système immunitaire se met en grève et dit on ne peut plus répondre à l'activation immunitaire et on se met en burn-out immunitaire. Et c'est ce qu'on observe chez les patients qui sont porteurs de cette lésion. Ils ont une dépression immunitaire. Et quelle maladie ils ont? Eh bien, ils ont une maladie qui s'appelle le syndrome de fatigue chronique, qui est une maladie officiellement reconnue au niveau de l'OMS, qui est très mal aimée par le système sanitaire parce que les médecins ne savent pas comment prendre en charge ces patients. Ça associe un épuisement chronique inexpliqué, des douleurs musculaires et articulaires, des troubles cognitifs, donc impactant l'attention, la mémoire, avec souvent des troubles du sommeil, des migraines, et donc un certain nombre d'éléments accompagnateurs. Ce syndrome a été initialement décrit chez des gens qui ont une maladie infectieuse dont ils ont officiellement guéri, mais dont ils conservent ce syndrome de fatigue chronique inexpliqué. Et on pense que ces syndromes de fatigue post-infectieux sont liés à la persistance de quelques éléments, de quelques bactéries ou quelques virus cachés quelque part dans le système immunitaire, dont le système immunitaire n'arrive pas à se débarrasser. Et il est même probable que ce sont des détritus d'agents infectieux dont le système, qui peuvent être morts, hein, et dont ce ne sont que les capsules des agents bactériens ou viraux qui restent dans le système immunitaire et qui vont encombrer, qui vont polluer le système immunitaire et continuer à l'activer à bas bruit. Eh bien, c'est la même chose avec les adjuvants luminiques. Ça rentre dans les cellules immunitaires et le système immunitaire n'arrive pas à s'en débarrasser, ça continue à faire une activation immunitaire. Et l'idée qui était un peu la mienne dans le début des années 80 a été reprise par un collègue israélien qui s'appelle Yehuda Schenfeld, qui a dit il faut reconnaître un syndrome des adjuvants, c'est-à-dire que toute particule à fonction adjuvante, donc qui active le système immunitaire, est susceptible de donner cet ensemble de symptômes dont on a parlé à l'instant. Il a appelé ce syndrome le syndrome ASIA pour auto-immune ou auto-inflammatory syndrome induced by adjuvants. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il met dedans, bien sûr, les vaccins à base d'adjuvants luminiques, mais aussi les infections chroniques, et il met aussi des adjuvants, non pas par destination, mais par rencontre. Par exemple, les implants mammaires contiennent, artificiels, hein, donc contiennent des particules de silicone, et s'il y a une fissure de l'implant mammaire, ces particules de silicone vont être capturées par les macrophages, et on sait que ces particules de silicone ont un effet adjuvant. Ce sont des cellules, des adjuvants, on ne les met pas dans les prothèses mammaires pour ça, mais elles ont un effet adjuvant en elles-mêmes, et donc elles induisent un ensemble de manifestations cliniques très proches de celles qu'on observe chez les autres personnes. Donc, si vous voulez, il y a une toxicité nerveuse, mammaire ou de l'appareil reproducteur lié aux ions aluminium, et il existe une toxicité des particules à fonction adjuvante, notamment les particules d'aluminium, qui donnent ce fameux syndrome ASIA. Et donc je pense qu'il y a deux choses qui sont qu'on doit garder comme deux éléments pathogènes assez distincts. Et donc, est-ce que, in fine, pour les adjuvants aluminiques, on n'a pas un peu les deux? C'est probablement le cas, mais c'est ce que nous sommes en train d'essayer de regarder. Donc, transport des particules par les cellules immunitaires qui servent de cheval de Troie pour rentrer dans le cerveau. Et dans le cerveau, peut-être solubilisation de ces particules et effet neurotoxique local. Voilà, je vous remercie.